Je suis ravie de recevoir pour notre atelier d'aujourd'hui sur le vrac et Émilie Chalvignac de l'Institut du commerce et Lucia Pereira du réseau VRAC qui viennent nous présenter en fait, j'allais dire, l'univers du vrac en commençant par la partie réglementaire avec Lucia et en suivant avec Émilie sur la présentation du travail qui est réalisé à l'Institut du commerce sur les 9 piliers du non-alimentaire responsable et du guide VRAC et réemploi qui sort fin juin. C'est ça, Émilie? Oui, en fait, il est déjà sorti, mais il sera public. Donc là, même aujourd'hui, vous pourrez le télécharger. Très bien. Eh bien, super. Je vous mettrai le lien, Émilie, si je peux avoir le lien, comme ça, je le rajouterai sur le site. Donc, je laisse la parole à Lucia pour la partie réglementaire. Et encore mille merci. Et toutes mes excuses. Merci. Alors, ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter le cadre réglementaire de la vente en vrac. Avant de passer sur ce cadre réglementaire, je vais vous présenter rapidement l'association. On existe depuis 2016, donc on est une association loi 1901 et en fait, notre raison d'être, c'est deux objectifs contre lesquels on essaye de lutter. Le gaspillage des ressources, notamment le gaspillage alimentaire. Et on se rend compte que finalement, le fait d'acheter des produits emballés entraîne un gaspillage alimentaire puisqu'on impose une quantité de produits qui n'est pas forcément la quantité dont le consommateur a besoin. Donc, en achetant vrac, on réduit le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets d'emballage jetables. Vous avez donc sur cette slide des chiffres que on commence à bien connaître et sur la droite, une source de WWF qui montre que la consommation vrac entraîne des bénéfices environnementaux sur la réduction des déchets d'emballage et sur le gaspillage alimentaire. On a aussi une étude de l'ADEME, une étude d'impact sanitaire et une étude d'impact environnemental qui sont sorties en 2021, en décembre 2021, et qui sont publiées sur le site de l'ADEME. Et qui montrent que donc au niveau aval, le vrac arrive à atteindre ces objectifs, ces deux objectifs-là. Mais comme me disait, alors je crois que c'est le monsieur de la société Midas, on a encore beaucoup de travail à faire au niveau amont, sur les emballages amont, pour que le vrac réussisse à atteindre ces deux objectifs majeurs et donc soit finalement efficient d'un point de vue environnemental. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, notamment au niveau amont. Donc nous, aujourd'hui, on compte environ 1900 adhérents. Alors, on vit principalement de nos adhésions, on n'est pas subventionné, donc c'est les adhésions qui nous font vivre et nos formations. On est un organisme de formation et donc on regroupe tous les opérateurs de la chaîne de valeur du vrac, donc depuis les producteurs jusqu'aux distributeurs et même aux porteurs de projets, c'est-à-dire des personnes qui sont en reconversion et qui veulent ouvrir un commerce vrac et qui représentent une bonne partie de nos adhérents. Au niveau des producteurs, aujourd'hui, on va représenter principalement des producteurs au niveau alimentaire, cosmétique, détergent. Et on commence à voir arriver des producteurs d'autres secteurs, notamment en jardinerie, en bricolage, par exemple. Donc, voilà, donc, le scope du vrac est en train de se développer. Et avec le décret vrac, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui vient fixer finalement le cadre des produits qui peuvent ou non être vendus en vrac, on espère que finalement, on représentera des producteurs d'autres secteurs que ceux qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on va représenter aussi les équipementiers, les fournisseurs de solutions qui viennent faciliter le parcours d'achat au niveau amont et aval, donc les fabricants de silos, de bacs à pelles, de logiciels de caisse, et voilà, d'innovations qui arrivent tous les jours, et je vous en présenterai notamment à la fin de ma présentation quelques-unes. Lucia, je me permets de vous couper. Il y a Bruno qui pose une question. Oui. Bruno, je pense que tu peux prendre la parole, effectivement. Oui, quand on parle de vrac, est-ce que sur la réglementation, ça ne concerne que le B2C ou est-ce que ça concerne aussi le B2B? Alors, je vais y venir juste après parce qu'on a effectivement une définition de ce qu'on appelle la vente en vrac, qui est effectivement uniquement la vente aux consommateurs de produits sans emballage primaire.
Parce que dans les entreprises comme la nôtre, le travail que nous faisons actuellement, c'est aussi la réduction des déchets de la part de nos fournisseurs directs vers nos points de vente, puis après la redistribution. Tout à fait. Alors, cette partie-là dont vous faites état, fait partie de la chaîne de valeur du vrac, hein, du secteur économique du vrac. Après, quand on rentre vraiment dans la définition de la vente en vrac, on n'est vraiment que sur l'aspect B2C. D'accord. Parce que cette définition, elle est venue clarifier certains aspects de responsabilité, d'hygiène, d'aptitude au contact, etc. Mais il n'empêche que quand on va parler de réemploi, par exemple, le réemploi concerne aussi bien le réemploi des emballages au niveau amont, donc en B2B, qu'en B2C. Donc, les équipementiers, les prestataires de services et enfin, on va regrouper aussi les distributeurs. Donc, aujourd'hui, dans nos distributeurs, on a les magasins spécialisés vrac qui font que du vrac et les magasins bio. On a aussi des enseignes comme l'Occitane qui font de la cosmétique vrac et donc les porteurs de projets. Et on a quelques adhérents partout dans le monde. Aujourd'hui, on est la seule association qui fédère la vente en vrac dans le monde. Et donc, la France est le pays qui finalement est le plus évolué au niveau de la réglementation. On est un peu le pays moteur sur le cadre réglementaire de la vente en vrac. Donc, on fonctionne autour de 3 piliers structurés avec nos actions de lobbying, nos formations. Donc, on a une formation notamment aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac basée sur un guide des bonnes pratiques, un GBPH spécifique à la vente en vrac. On a aussi une formation aux bonnes pratiques de la vente en vrac des produits cosmétiques et des produits détergents qui s'adressent à la fois aux fournisseurs et aux distributeurs. Ensuite, on a des outils et notamment des guides juridiques pour les fournisseurs, pour les distributeurs qui vient un peu synthétiser et mettre à jour la réglementation qui évolue rapidement. On organise le Salon du Vrac dont la 4e édition a eu lieu au Parc Floral au mois de mai. Et enfin, on encourage avec des prises de parole, etc., comme je le fais ce matin avec vous. Voilà, donc je vais vous présenter les avancées législatives réglementaires et je vais également vous montrer des exemples de dispositifs de vente en vrac innovants. Alors, la vente en vrac, elle est aujourd'hui définie. Donc là, c'est vraiment la définition B2C, puisqu'elle est dans le code de la consommation. Donc forcément, ça vient régir la relation entre fournisseurs, distributeurs et consommateurs. Et elle a été donnée en 2020 par la loi AGEC. Et donc, vous voyez qu'elle est présentée comme donc, une vente qui est faite aux consommateurs de produits présentés sans emballage, c'est-à-dire sans emballage primaire. L'emballage qui, aujourd'hui, dans un rayon de produits préemballés, c'est l'emballage qui est au contact du produit. Donc, aujourd'hui, on va avoir les modalités de vente de produits sans emballage primaire. Le vrac est une modalité de vente de produits sans emballage primaire, mais pas la seule. Donc, ça, c'est le premier critère, absence d'emballage primaire. Et en fait, le produit il va être présenté soit dans un bac à pelle, soit dans un silo, soit directement sur un rayon, soit sur un étal, dans un rayon à la coupe ou dans une boulangerie. Là, on n'a pas d'emballage, le produit est présenté nu. Ce qui fait que du coup, le consommateur peut choisir la juste quantité, la quantité dont il a besoin. S'il veut prendre 120 grammes de farine ou 124, il peut choisir la juste quantité. On ne lui impose pas de quantité puisque le produit n'est pas emballé. Le produit, ensuite, il doit être vendu dans des contenants réemployables ou réutilisables. Alors, la distinction entre réemployable ou réutilisable, réutilisable, c'est le contenant qui va être réutilisé pour un usage différent. Donc, exemple, dans l'alimentaire, vous avez par exemple le pot de confiture qui, une fois qu'il est vidé, au lieu d'être jeté, le consommateur va le laver et il va le réutiliser pour acheter de la farine, des céréales ou du riz. Donc, il est réutilisé. En alimentaire, on est souvent sur des contenants réutilisables parce qu'on a une norme sur l'aptitude au contact alimentaire qui fait qu'un objet qui est apte au contact alimentaire, il peut être mis au contact de n'importe quel aliment. Alors que le contenant réemployable, c'est un contenant qui doit être réemployé pour le même produit. Et on va avoir des contenants réemployables en cosmétique ou en détergence.
puisque là, on n'a pas de normes sur l'aptitude au contact de ces produits. Donc, on est sur un marché où la standardisation est plus compliquée à mettre en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous allez acheter du gel douche vrac ou de la lessive, souvent, on va vous demander d'acheter un premier contenant vide que vous allez ensuite réemployer pour le même produit. Ensuite, la vente en vrac, elle peut être proposée soit en libre service, bac à pelle, silo, fontaine, etc., bidon, soit en service assisté, dans un rayon chez un fromager, chez un charcutier ou dans une boulangerie. Et elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. Ça, c'est pour tout ce qui est drive et click and collect. Voilà, donc ça, c'est le cadre réglementaire de la définition de la vente en vrac. Et pour qu'il y ait vente en vrac, il faut vraiment que tous ces critères-là soient retenus. Donc, on va avoir des distinctions entre ce qui est du vrac et pas du vrac, mais dans cette slide, tout ce que je vous présente, c'est de la vente de produits présentés sans emballage. Et cette notion de vente de produits présentés sans emballage, elle est très importante parce que la loi climat qui vient imposer des objectifs chiffrés pour les commerces de plus de 400 mètres carrés, je vais en parler tout à l'heure, cet objectif-là, il vise la vente de produits présentés sans emballage, y compris la vente en vrac, mais pas que. Donc, pour que vous soyez dans la vente en vrac, dans tous les cas, il faudra absence d'emballage primaire. Mais il faut donc que le consommateur puisse acheter la juste quantité, la quantité dont il a besoin. Ça veut dire que le produit va être vendu au poids, donc avec une balance homologuée, au litre, avec des contenants bouteilles récipients mesure. Donc ça, c'est des contenants en verre qui sont gradués. Les produits liquides peuvent également être vendus au poids avec des balances homologuées. Ensuite, donc ça, c'est pour le libre service. En vente assistée, si vous allez chez un charcutier et que le charcutier accepte de vous servir une tranche de jambon dans un contenant réutilisable ou qu'il vous propose d'emballer votre tranche de jambon dans un contenant réutilisable qu'il a mis à votre disposition, vous êtes dans du vrac. Par contre, s'il ne propose pas cette alternative en contenant réutilisable ou réemployable, vous êtes dans de la vente de produits sans emballage primaire, mais ce n'est pas du vrac. D'accord ? Pareil pour les fruits et légumes. Si vous avez la possibilité d'acheter vos fruits et légumes dans un sac en tissu, là, c'est bien du vrac. Par contre, s'il n'y a pas d'alternative et qu'on ne vous propose que des sacs jetables à usage unique, là, on est dans de la vente de produits sans emballage, mais ce ne sera pas du vrac. D'accord ? Et pareil, oui. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Qu'en est-il des DLC, de tout ce qui est réglementation, de marquage et tout ça quand on fait du vrac, hein? Alors, sur l'étiquetage, pour l'alimentaire, c'est très simple. Imaginez quand vous allez acheter votre tranche de jambon chez le charcutier. Imaginez-vous devant le charcutier. Vous allez acheter votre tranche de jambon, il va vous l'emballer. Vous repartez chez vous, qu'est-ce que vous avez comme information? Aucune. Voilà, si. Alors, vous avez quand même une étiquette avec la quantité et le prix. Vous avez des informations qui sont affichées au moment où vous achetez, c'est-à-dire la dénomination de vente du produit, elle apparaît sur l'étiquette, sur l'étal. Pour les viandes, vous avez aussi des règles sur l'étiquetage de l'origine qui sont aussi fournies. Et puis, vous avez le commerçant qui va vous dire, par exemple, sur la date, votre produit, vous devez le consommer dans les 3 jours. Donc, voilà, dans le cadre de la vente en vrac de denrées alimentaires, on est sur cette réglementation-là. Donc, ça veut dire que quand vous allez acheter du riz en vrac qui est présenté dans un silo, vous allez avoir comme mention obligatoire sur le silo la dénomination de vente, l'état du produit, les allergènes qui sont obligatoires. Et alors, pour le bio, vous avez aussi une mention obligatoire sur les matières premières d'origine agricole, l'origine des matières premières d'origine agricole. Et c'est tout. Alors après, oui, le prix au kilo, évidemment. Et c'est tout. Vous n'avez que ces mentions qui sont obligatoires. Et nous, chez Réseau Vrac, on plaide pour qu'il y ait plus d'informations qui soient données aux consommateurs, notamment les valeurs nutritionnelles, la date limite de consommation ou la DDM, ces informations qui, finalement, inciterait peut-être plus de consommateurs à passer au vrac, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on est seul devant le silo, peut-être qu'on manque d'informations et c'est peut-être un frein aujourd'hui pour l'essor de la vente en vrac. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on a fait inscrire cette définition, c'est pour qu'ensuite on vienne préciser les règles, notamment d'étiquetage des produits qui sont vendus en vrac.
Et alors, pour revenir sur ces distinctions entre vrac ou pas vrac, aujourd'hui, quand vous allez acheter des produits liquides en vrac, de la cosmétique, de la détergence, des huiles ou des vinaigres, etc., soit le commerçant a une balance dans le rayon, ce qui vous permet d'acheter le produit en vrac, donc à la juste quantité, vous faites la tare, vous remplissez et ensuite vous repesez. Soit, et c'est souvent le cas dans la grande distribution, il n'y a pas de balance dans ces rayons de produits liquides, donc ils ne peuvent pas permettre aux consommateurs d'acheter la juste quantité et ils vont imposer aux consommateurs de remplir un certain volume de contenants. On va lui mettre à disposition des contenants de différentes tailles, mais ce ne sera pas la juste quantité. Donc là, vous voyez, ce ne sera pas du vrac, c'est ce qu'on appelle du refill ou de la recharge. Voilà, donc c'est important que vous ayez bien en tête ces différences. Même chose aussi qui est très importante, un sachet Kraft. Aujourd'hui, quand vous allez dans une grande surface, souvent le rayon vrac, en fait, il ne met pas à disposition du consommateur des contenants réutilisables et le consommateur ne peut pas venir avec ses propres contenants pour des questions justement de tare. Et ben en fait, logiquement, ces rayons ne sont pas des rayons vrac. S'il n'y a que du sachet Kraft, il nous manque le critère du contenant réutilisable et réemployable. Donc, en résumé, par rapport à ce que vous nous dites là, on a énormément, en tant que consommateur, hein, on a énormément quand même d'entreprises qui évoquent faire du vrac et c'en est pas réellement. Tout à fait. Tout à fait. Et donc voilà, et c'est important cette distinction parce que vous voyez, la loi climat, donc elle impose que d'ici le 1er janvier 2030, les commerces dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés doivent consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, au moins 20% de leur surface de vente. D'accord ? Donc, ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, s'ils veulent atteindre ces objectifs, je parle d'une grande surface classique alimentaire, les premières choses à faire pour eux, c'est permettre dans un rayon à la coupe que le consommateur vienne avec son contenant ou mettre à la disposition du consommateur des contenants réutilisables dans les rayons silo bac appel qu'ils ont là à disposition, donc remplacer ou proposer une alternative au sachet Kraft, et pareil dans les rayons fruits et légumes. Et par ailleurs, ils vont devoir également développer leurs rayons non alimentaires, donc notamment cosmétiques, détergence et pourquoi pas textiles, etc. Voilà. Tout ça, ça sera des produits qui demain, des produits de grande consommation qui demain pourront être proposés sans emballage et qui viendra permettre à ces commerces de plus de 400 mètres carrés d'atteindre leur objectif. Le refill dont vous parliez tout à l'heure, il est intégré, du coup, il compte dans les… Ouais. D'accord. En fait, tout ce qui est dans cette slide va compter dans l'objectif. On a beaucoup parlé d'alimentaire. Pour ce qui est du non-alimentaire, je pense à la Grande Récré, à Midas qui sont présents. Du coup, il y a… parce que là, du coup, on est à la pièce. Est-ce qu'à la pièce, c'est considéré… À l'unité, oui. À l'unité. Oui, c'est comme le kiwi. Le kiwi, on ne va pas permettre aux consommateurs de s'acheter un demi-kiwi. Donc, on peut faire du vrac à l'unité, bien sûr. C'est pareil pour les cosmétiques solides. Hein. Quand on achète un shampoing solide, on va acheter le shampoing soit à l'unité, soit il y a certains points de vente qui font peser aussi les shampoings s'ils ont différentes tailles. Mais si on est sur un moule, un modèle uniforme, on peut faire du vrac à l'unité. D'accord. Après, nous, c'était le marquage qui était le plus compliqué pour nous. Tout ce qui concerne les enfants et tout, au niveau du marquage, quand c'est en vrac, c'est compliqué. Oui. Alors, dans le projet décret vrac, les jeux ne sont pas inscrits comme interdits à la vente en vrac. Ouais. Et du coup, Muriel, qu'est-ce qui est compliqué quand tu dis c'est compliqué? C'est quoi? C'est le fait de donner de l'information sur la sécurité? C'est quoi? Oui, des informations sur la sécurité. Après, Juliette peut peut-être compléter aussi, mais il y a tout ce qui est notice, tout ce qui est l'âge, oui, toutes ces informations-là qui sont compliquées sur un petit produit, une petite balle ou un petit ballon.
Voilà, voire même des briques, j'imagine, des petites briques empilables qui doivent être petites, qui auraient… oui, c'est vrai. Par exemple, si on prend les magasins Lego où ils vendent des briques en vrac, en fait, c'est pas du vrac, Lucie. Enfin, au sens de la définition, ça dépend s'ils mettent en place un sachet réemployable. Enfin, c'est ça, si on prend la définition. Oui. Mais si admettons qu'ils ont le choix entre un sachet en plastique et je ne sais pas quelle matière, et puis quelque chose qui soit réemployable plusieurs fois. Ça peut être du plastique, hein. Il y a du plastique réemployable. En cosmétique et en détergent, souvent les contenants réemployables sont en plastique. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'ils communiquent comme information aux consommateurs quand ils passent en caisse par rapport à la notice ou à problème d'ingestion, enfin… Alors, il y a des produits pour lesquels le consommateur doit partir avec un certain nombre d'informations. Aujourd'hui, c'est le cas par exemple en cosmétique et en détergence. Le contenant réutilisable, enfin plutôt réemployable, est obligatoirement étiqueté. Donc, ça veut dire que vous repartez chez vous avec votre flacon de gel douche réemployable et il est étiqueté exactement comme un produit préemballé. C'est le cas aussi pour, alors c'est bizarre, mais pour l'alimentation animale, les croquettes pour chiens, etc. Le consommateur doit repartir avec une petite notice qui lui donne un certain nombre d'informations obligatoires. Pareil pour les boissons alcoolisées. Donc, on a déjà des produits pour lesquels le consommateur repart à la maison avec un certain nombre d'informations, soit directement sur le contenant, soit sur une notice qui est fournie à côté sur le rayon, enfin dans le rayon. Et pour la cosmétique et la détergence, les fournisseurs vont fournir aux distributeurs des rouleaux d'étiquettes. Donc, en fait, à côté des équipements de vente, vous allez avoir des rouleaux d'étiquettes. Et donc, le consommateur prend un contenant qui est vierge et colle l'étiquette du produit qu'il veut acheter et ensuite il remplit. Et donc, c'est comme ça qu'il repart chez lui avec un produit finalement étiqueté. Et ensuite, il peut conserver la même étiquette pour acheter exactement le même produit, tant qu'elle est lisible. Cela demande alors pour certains produits des étiquettes quand même assez conséquentes pour mettre tout dessus. Quid des petites étiquettes où on a aussi tout dessus et qui posent problème en termes de lisibilité, quoi. Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à ces étiquettes, par rapport à ces vracs? Parce que si on met des éléments par rapport à la composition du produit, oui. Par rapport à sa dangerosité aussi, hein, oui. Voir son côté, si on est sur l'alimentaire, sur du nutritif, cela demande des étiquettes assez conséquentes pour quand même avoir toutes ces infos. Est-ce que… il y a une réglementation par rapport à cette écriture dans son format, parce qu'aujourd'hui, certaines étiquettes, on va le dire, sont clairement difficiles à lire, quoi, tellement c'est écrit petit, quoi. Mais vous parlez des étiquettes des produits préemballés, là? Non, je vais faire du vrac. Cette information, est-ce que quand je vais le mettre dans mon sachet, est-ce que cette information va m'être redonnée quand je vais quitter le magasin ou pas? Oui, mais quand vous dites que les étiquettes sont très difficiles à lire, qu'il y a des étiquettes qui sont très difficiles à lire, c'est des étiquettes de produits préemballés. Oui, mais après, quand j'imagine, je vais faire mon achat de vrac avec mon sachet ou mon produit préemballé, il y a des informations que je dois avoir sur ce sachet. Oui, en fait, si aujourd'hui la réglementation pour les produits préemballés n'impose pas de règles en termes de lisibilité, ça sera la même chose pour le vrac, hein. Donc, si vous avez des problèmes de lecture sur le préemballé, on aura les mêmes sur le vrac parce qu'en fait, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, en termes de lisibilité, par exemple, sur la cosmétique et la détergence, on a les mêmes règles de taille, de couleur. Par exemple, les pictogrammes de danger doivent être imprimés en rouge. Voilà, donc c'est les mêmes règles. Donc, si on a des problèmes de lisibilité sur le préemballé, on les retrouvera sur le vrac si les mentions sont obligatoires.
on est d'accord que le problème de lisibilité, c'est surtout mettre beaucoup d'informations sur un petit carré, quoi. C'est ça qui pose, moi, je trouve, de plus en plus de problèmes. Et ce qui est dommage sur le vrac, comme on est quand même sur la partie éthique, responsable et autres, c'est aussi d'apporter une lisibilité un peu meilleure, quoi, pour des personnes qui veulent aller un peu plus loin, quoi. Oui, tout à fait. Sachant que le vrac, pour moi, on rentre quand même dans un domaine un peu vertueux où on va commencer à regarder sa propre santé, l'impact sur la planète. Donc, les personnes, pour moi, je pense, sont aussi sensibles à aller regarder ce qu'il y a dans leur paquet. Tout à fait. Disons qu'ils vont le faire plus facilement en point de vente. Ou sur le silo, on peut tout à fait donner toutes les informations. Normalement, il n'y a rien qui manque quand c'est bien fait. Mais après, le vrai problème, c'est à la maison. Exactement. Sauf qu'une fois qu'on s'y met, finalement, franchement, quand on a ses habitudes, ça... Bon, ben voilà, on a confiance, quoi. Enfin, voilà, c'est important, le problème, c'est plus la durée, la deuxième durée de vie, en fait. Je ne sais plus comment tu appelles ça, Lucia, mais... La vie secondaire. Voilà, c'est ça où il faut encore travailler, quoi. Ouais. Parce que ce que j'entends là, c'est que finalement, si on a les informations sur le silo, enfin sur le bac ou en fonction du produit, ça suffit en fait. Le consommateur n'a pas obligation de repartir avec ces informations. En alimentaire, oui. C'est comme quand vous allez acheter votre tranche de jambon. Ouais, d'accord. Ou votre baguette. L'information est à sa disposition, il doit la prendre et après, le commerce n'a pas obligation de lui redonner, enfin de le faire partir avec. Sauf pour certains produits, donc cosmétiques, détergents, boissons alcoolisées, huile d'olive. On a des obligations d'étiquetage sur les contenants. Ok. Muriel parlait des jouets tout à l'heure. Il n'y a pas d'obligation particulière si ce n'est d'afficher en magasin. À mon avis, sur les jouets, il y aura peut-être des obligations. Alors moi, je n'ai pas détaillé la réglementation sur l'information des consommateurs sur les jouets. Mais il me semble qu'il y a des obligations d'étiquetage qui doivent être fournies au consommateur jusqu'à chez lui, je pense. Oui, je vais répondre à cette question. En fait, il y a des informations qui doivent être visibles du lieu de vente et qui peuvent rester, entre guillemets, sur le lieu de vente. Par contre, il y a des informations avec lesquelles le consommateur doit rentrer, et notamment, c'est le contact fournisseur, à minima. C'est-à-dire avoir une adresse ou un mail pour pouvoir contacter le fournisseur, justement, s'il y a un problème sur son produit. Ouais. C'est exactement la même chose pour la détergence, où en fait, c'était important que si jamais, ou la cosmétique, si jamais une personne ingère le produit, que tout de suite, on ait la composition, quand on appelle le numéro, le centre antipoison, qu'on ait tout de suite la composition du produit. Alors, on poursuit. Donc voilà, cette loi-là qui impose donc cet objectif au commerce de plus de 400 mètres carrés, il y a un décret qui doit venir préciser les conditions d'application. Donc, ce décret fait l'objet d'une consultation. Donc, la plupart des parties prenantes intéressées ont été interrogées, notamment pour venir dire si, en fonction du circuit de distribution, je pense notamment à la Grande Récré. La Grande Récré, vos commerces, ils font plus de 400 mètres carrés? Certains, oui. Donc, logiquement, vous êtes concerné par cette obligation-là. Mais voilà, pour vous, faire de la vente d'emballage, de la vente de produits sans emballage sur uniquement un article qui est le jeu, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux que pour un Carrefour ou un Intermarché qui, lui, a plusieurs palettes de produits de grande consommation qu'il va pouvoir vendre en vrac. Donc là, l'objet de la consultation, c'est de voir en fonction des circuits de distribution qui sont concernés par l'obligation, si on part sur 20% de la surface de vente ou un dispositif d'effet équivalent qui pourra être exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous avez répondu à la consultation ou si vous avez une association qui, du coup… Alors, personnellement, la Grande Récré, non, on n'a pas répondu à la consultation, mais par contre, on fait partie d'associations comme la FJP ou la… Pardon ? Erifem, peut-être, non ? Non, ça ne me dit rien. Nous, on travaille avec la FJP, donc c'est la Fédération française du jouet. Et donc, je sais qu'ils sont toujours très, très au courant et
très au point sur ce genre de sujet. Ok. Et du coup, pour les commerces de moins de 400 mètres carrés, la loi climat n'a pas voulu imposer l'objectif aussi violemment, entre guillemets. Et donc, simplement, il y a une expérimentation qui va être menée. Donc, il faut qu'un arrêté soit pris pour voir comment on peut développer le vrac aussi plus en douceur dans tous les commerces de moins de 400 mètres carrés. Voilà, donc le cadre aujourd'hui commence à être bien construit. Vous avez vu la loi AGEC qui a défini la vente en vrac et les décrets d'application. Donc, 2 décrets très importants qui sont sortis pendant les élections présidentielles. Le décret sur la stratégie nationale 3R qui vient bien définir le réemploi. Il y a donc 2 formes de réemploi aujourd'hui qui existent d'un point de vue légal. Le réemploi par le consommateur, le réemploi par le professionnel. Le réemploi par le consommateur, ça veut dire que c'est le consommateur qui est responsable de laver et de remettre dans le circuit son contenant. Et donc, le vrac, souvent, on sera dans une forme de réemploi par le consommateur. Alors que le réemploi par le professionnel, exemple dans le cadre de la consigne, le professionnel récupère le contenant ou l'emballage, le lave et le remet lui-même en circuit. Donc là, on sera bien sur du réemploi par le professionnel. D'accord ? Donc cette distinction, elle est importante parce qu'ensuite, on arrive sur le décret qui fixe la proportion minimale d'emballage réemployé à mettre sur le marché, donc qui donne aux metteurs en marché des obligations par palier à partir de 2025 jusqu'en 2030 d'objectifs chiffrés d'emballage réemployé à mettre sur le marché en tonnes, donc c'est en volume. Et donc, on sera bien, tout ce qui est concerné par cette obligation, c'est à la fois les emballages réemployés par le professionnel, donc en B2B, et aussi les emballages réemployés, réutilisés par le consommateur en B2C. C'est-à-dire que si demain, je prends un exemple, Kellogg's décide de vendre ses céréales petit déjeuner en vrac, donc lui, il va fournir à ses distributeurs des emballages de céréales pour petit déjeuner qui vont être transvasés dans des équipements de vente en vrac et qui vont ensuite être vendus à des consommateurs dans des contenants réutilisables. Le fait que le consommateur utilise des contenants réutilisables, donc ça va être comptabilisé et ça va venir gonfler le chiffre d'emballage réutilisé de Kellogg's. Donc, en faisant du vrac, Kellogg's pourra atteindre ses objectifs en termes d'emballage réemployé par le consommateur. Par contre, il y aura toujours l'emballage amont entre Kellogg's et le distributeur. Et là, on travaille nous aussi déjà au sein de Réseau Vrac sur des solutions qui permettront à Kellogg's de livrer ses distributeurs dans des emballages qui soient aussi réutilisables. Et donc là, il sera carton plein. Il aura des chiffres à la fois sur l'amont et sur l'aval. J'ai une question par rapport à ça. Du coup, forcément, moi, c'est la première priorité qui m'inquiète, c'est parce qu'on serait à mise en place à 2024 pour nous d'avoir 5% d'emballage réemployé. J'ai absolument aucune idée de comment mettre en place sur mon B2C. Mais donc, si je comprends, si je le mets en place en B2B, ça compte. Tout à fait. Ah oui, ok. Oui. Ok, ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. J'aime bien. Et alors, Juliette, ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, votre désarroi sur comment remplir cette obligation, il est justifié dans la mesure où aujourd'hui, on ne sait pas comptabiliser les emballages réemployés ou réutilisés, que ce soit par le professionnel ou par le consommateur. On sait Citeo ou l'ECO, les éco-organismes qui sont en charge de la REP, donc la responsabilité élargie du producteur, la gestion de la REP, ils savent compter les emballages recyclés. Mais ils ne savent pas aujourd'hui compter les emballages réemployés ou réutilisés, que ce soit par le professionnel ou par le consommateur. Et donc, on a aujourd'hui 2 études qui sont menées par l'ADEME, une sur les modalités de comptabilisation du réemploi, et on parle bien du réemploi amont ou aval, et sur les marges de progression. Et donc, Réseau Vrac fait partie de ces deux études-là. Les prestataires ont été désignés. On a eu une première réunion sur l'étude modalité de comptabilisation. Et en fait, la comptabilisation du réemploi par le professionnel est effectivement beaucoup plus simple à mettre en place que la comptabilisation du réemploi par le consommateur.
puisque comment comptabiliser le pot de confiture que le consommateur va réutiliser pour acheter du riz? Est-ce que cette comptabilisation, elle va venir gratifier le fournisseur de la confiture, le distributeur ou le fournisseur de riz qui autorise que son riz soit vendu dans un contenant réutilisable? Donc, effectivement, Juliette, la comptabilisation du réemploi par le professionnel sera beaucoup plus simple que celle du réemploi par le consommateur. Et il va falloir faire preuve d'imagination pour réussir. Mais d'ici quelques années, on sera capable de comptabiliser tout ça et ça viendra finalement gonfler vos chiffres en tant que metteur en marché. Non, mais du coup, c'est une très bonne nouvelle. Enfin, le B2B, du coup, je pense que je vais me focaliser là-dessus dans un premier temps. Premier temps. Ouais. Concernant la comptabilité, est-ce que ça ne peut pas se faire sur un élément dans la facturation, sur une ligne qui intègre un prix à zéro ou un élément qui rentre dans un compteur? Je ne sais pas, j'ai du mal à voir pourquoi il y a une difficulté dans la vente du réemploi. En fait, le réemploi, côté consommateur, il est défini comme la deuxième utilisation d'un contenant. Donc déjà, il faut pouvoir tracer cette deuxième utilisation. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, hein, le consommateur, il vient faire ses courses en vrac, on ne sait pas si son contenant, c'est la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième fois qu'il l'utilise. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, c'est vrai, Citeo avait évoqué en fait le principe de consigne pour pouvoir répondre à cette obligation. Mais la consigne, c'est une forme de réemploi par le professionnel. Oui. Nous, on a plaidé pour que le réemploi par le consommateur soit aussi comptabilisé. Et je ne dis pas que ça sera irréalisable. On est en train de mettre en place. Il sera probablement lié au passage en caisse, à la tare, puisqu'au moment où on tare le contenant, il peut y avoir un système de comptabilisation qui vient dire « Ah bah celui-là, je l'ai déjà comptabilisé une fois ». Il va y avoir un truc qui va se mettre en place au niveau national, c'est sûr. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser, parce qu'on parle beaucoup de réemploi dans le cadre de la vente en vrac. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est aujourd'hui, nous, on travaille avec des distributeurs de la grande distribution. Tous ne sont pas forcément équipés avec des balances, avec TAR, etc. Le consommateur n'est pas forcément encore éduqué et quid de la responsabilité de l'éducation du consommateur. La question, c'est est-ce que la réemployabilité peut venir dans les axes de réflexion sur un deuxième pan, c'est-à-dire la disparition du packaging. J'entends par là qu'aujourd'hui, nous, les sacs Kraft qu'on fournit sont compostables, c'est-à-dire que le sachet de transport du consommateur, donc avec son produit, est 100% compostable, biodégradable. Alors, deux termes différents, mais 100% compostable dans le sens où on est sur du PLA, donc amidon de maïs, et du papier. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réemploi. C'est envisageable pour des petites structures ou peut-être avec des consommateurs sont éduqués comme les magasins spécialisés vrac. Mais aujourd'hui, en GMS, j'imagine mal un consommateur arriver avec ses 15 bocaux en verre et repartir avec ces 15 bocaux en verre remplis en passage caisse, etc., avec tout ce que ça peut impliquer comme responsabilité, et la masse également de consommateurs qui passent par jour dans le magasin versus un magasin spécialisé bio où on sait que la fréquentation est plus faible et le nombre d'employés par client plus forte. Donc voilà, c'est des questions parce qu'on parle beaucoup de réemployabilité, mais est-ce que des axes de réflexion sur la disparition du packaging proposé, en tout cas l'emballage proposé, est-ce que c'est une piste de réflexion pour les décrets, etc. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, le fait qu'un sac Kraft ne soit pas multi-contact agroalimentaire nous pose une véritable question, c'est-à-dire qui doit prendre la responsabilité de mettre à disposition un contenant? Est-ce que c'est le fournisseur industriel ou le distributeur? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, beaucoup se dédouanent un petit peu de cette approche vrac en proposant des sacs en coton. Alors nous, on est sur du bio, mais des sacs en coton bio logotypés au nom de leur enseigne. Honnêtement, je préfère avoir un sac Kraft en papier compostable qu'un sac en coton bio qui vient du Bangladesh et qui sera utilisé une ou deux fois par le conso.
Parce qu'on sait tous qu'on a une collection de tote bags incommensurables chez nous, et la réemployabilité d'un contenant n'est valable que si elle superpose ou vient, comment dire, être plus forte que l'usage unique qu'on aurait pu avoir d'un emballage compostable. Donc la question, c'est est-ce que la réemployabilité est le seul axe de développement aujourd'hui, ou est-ce que la compostabilité ou ce genre de dégradation peut être aussi envisagée dans l'approche décret sur le marché du vrac? Le sachet Kraft compostable, est-ce que les distributeurs payent une écotaxe dessus? Non, parce que nous, on le fournit gratuitement à nos distributeurs. Après, moi, il faut que je me renseigne pour savoir si on paye une écotaxe aux fabricants de papier. À mon avis, c'est là-dessus qu'il faut aller travailler, c'est-à-dire faire sortir les sachets Kraft de cette écotaxe pour ensuite essayer de dire que effectivement, là, on n'est plus sur le réemploi, on est sur la réduction. En fait, vous êtes sur la suppression. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que moi, alors après, nous, dans les commerces spécialisés vrac, je sais qu'ils mettent toujours à disposition de leurs consommateurs des sachets Kraft compostables. Parce qu'en fait, oui, voilà, pour le consommateur qui n'a pas prévu, qui n'est pas organisé, qui vient juste goûter un petit produit, voilà, il faut pas supprimer le craft. Il faut juste avoir une alternative au craft. Il faut aussi soutenir le débat, en termes de pédagogie auprès du consommateur, qu'il faut qu'il l'utilise plusieurs fois. Je pense que ce n'est pas dramatique de prendre un sachet craft. Le problème, c'est qu'ils sont jetés très souvent. Ouais. Et je crois, Lucia, vous avez une étude en cours là-dessus sur... il n'y a pas d'études sur les barrières fonctionnelles du craft, c'est ça, non? Oui. Et alors, avant de venir là-dessus, juste en grande surface, le gros problème, c'est qu'ils prennent des crafts avec la fenêtre en plastique. Parce qu'en fait, en caisse, c'est un moyen pour le personnel de caisse de vérifier qu'on n'a pas pris des noix de cajou ou des amandes et qu'en fait, on a pesé en cacahuètes, etc. Alors après, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Enfin, le principal qui est Juste Bio fournit un sac Kraft avec une fenêtre en amidon de maïs qui s'apparente à du plastique. Oui. Donc après, et qui est donc compostable aussi. Et qui est donc compostable aussi. Et effectivement, est-ce que vous avez déjà demandé à votre fournisseur de Kraft là, d'essayer de faire les tests sur le contact répété? Parce qu'aujourd'hui, très clairement, pourquoi est-ce qu'on dit que ce n'est pas réutilisable? C'est parce qu'en fait, les certificats d'aptitude au contact alimentaire de ces sachets, ils ne sont pas aptes au contact répété. Donc, du coup, ils ne rentrent pas dans la case réemployable. Mais s'ils passent les tests sur l'aptitude au contact répété, ils deviennent réemployables. Pas forcément pour tout type de produit, mais ils peuvent être aptes au contact répété pour des produits secs ou pour des fruits et légumes ou des choses comme ça. Alors après, la réemployabilité de ce type de sachet est aussi à l'appréciation de chacun, c'est-à-dire que si vous mettez des noisettes ou des oléagineux, on va avoir des taches de gras qui vont vite apparaître sur le sachet. Après, si c'est pour remettre des noisettes le temps d'un transport, certains accepteront la réemployabilité et d'autres ne l'accepteront pas. Parce qu'on est aussi dans un contexte hygiéniste qui est apparu avec le Covid. Et toutes ces approches se font grandement ressentir sur la consommation en vrac. Enfin, nous, on a des études conso qui nous montrent qu'aujourd'hui, l'hygiène en magasin, mais aussi l'hygiène sur le transport et l'innocuité des produits est très, très, très importante pour le consommateur. Donc, des consommateurs qui consommaient en vrac au départ se retrouvent à reconsommer sur des produits préemballés parce qu'une crainte, une peur de l'innocuité, etc., des produits. Et après, il y a les qualités organo qui rentrent en compte. Mais voilà, on a des désaffections du rayon vrac qui se font ressentir, en tout cas en grande distribution. Alors, je ne suis pas là pour faire l'apogée de la grande distribution, mais si on veut une démocratisation de masse, forcément, on passera par le plus gros maillage de magasins. Donc, et ça rejoint l'éducation conso aussi, c'est-à-dire que la plus grosse fréquentation se fait quand même malgré tout sur beaucoup en drive aujourd'hui, mais en GMS. Et il faudrait aussi que, je pense, certains distributeurs participent à ce genre d'atelier pour avoir pleinement conscience qu'aujourd'hui, le rayon vrac n'est pas qu'une machine à cash, mais aussi une alternative écologique. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un manque d'engagement, il y a un désengagement du conso et un manque d'engagement peut-être
de certains sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, clairement, l'offre proposée en vrac, il ne faut pas se leurrer, c'est clé en main au magasin. C'est-à-dire que le magasin ne fait rien sur son rayon. Donc, si vous voulez, toutes les contraintes qu'on est en train d'imposer aux industriels sont énormes. Et quand on parle de réemployabilité des contenants en amont, nous, chez Léa Nature, on a ça qui est intégré dans nos gènes et dans les gènes de l'entreprise. Donc, c'est une démarche qu'on va faire. C'est des coûts qu'on va supporter. Mais imaginez un autre industriel qui n'est pas prêt à supporter ces coûts-là. Demain, le prix aussi ne sera plus attractif sur le vrac pour le consommateur en GMS parce que vous avez des surcoûts à tous les niveaux. Donc, tout ça mis bout à bout me fait dire que il faut laisser quand même au vrac une certaine liberté, au conso une certaine liberté et ne pas forcément figer sur les réemployabilités ou ce genre de choses parce que vous l'avez dit, tracer une réemployabilité, c'est complexe. Par exemple, est-ce que si je réutilise un bocal en verre, l'impact est plus important que sur un sachet coton? Enfin voilà, il y a tout ça qu'il faut mesurer aussi. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a des intervenants qui manquent à ce genre d'atelier et si on pouvait les mobiliser davantage pour intégrer ces réflexions, ce serait aussi très, très bien. Voilà. Il y a un point, pour rebondir, il y a un élément aussi de santé publique. Vous l'avez évoqué par rapport à la Covid et le côté aseptisé qui est de plus en plus demandé en termes de protection pour les personnes. C'est j'emmène mon bocal, je le remplis, c'est ma deuxième utilisation. Est-ce qu'il a été bien lavé? J'ai un problème de santé sur une intoxication. Ça pose problème aussi à ce niveau-là, quoi. Alors justement, ce problème, normalement, techniquement, il est réglé. Oui, mais on est d'accord, on a bien vu l'histoire. Même si ça a beaucoup de mal à passer, effectivement, ça a beaucoup de mal à passer parce que c'est très, 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 comment dire, on n'a jamais vu, en fait, dans un texte de loi, le terme consommateur et responsable à côté. Mais aujourd'hui, ça existe depuis 2020 et ça va se mettre en place petit à petit parce qu'on a besoin que le marché soit standardisé, notamment sur les contenants. Aujourd'hui, on a un principe qui dit que le consommateur qui décide d'acheter ses produits dans son contenant ou dans un contenant réutilisable, il est responsable de l'hygiène et de l'aptitude. Donc, c'est inscrit dans la loi, à condition qu'en magasin, on ait un affichage sur les règles d'hygiène et d'aptitude. Techniquement, pour de l'alimentaire, ça ne sera pas compliqué. On va utiliser du verre, on va utiliser ou alors des sacs en tissu qu'on va laver à la machine, etc. Globalement, on n'aura pas de souci. Les consommateurs achètent vrac depuis des milliards d'années. Enfin, peut-être pas des milliards, mais plusieurs dizaines d'années. Et il n'y a jamais eu de difficulté. C'est beaucoup plus compliqué sur de la cosmétique et de la détergence parce qu'il n'y a pas de standard et on est encore sur des contenants en plastique, d'accord, à mettre en place. Mais cette règle, elle existe. Alors, elle est compliquée à mettre en œuvre, notamment en grande surface, dans un rayon à la coupe, parce que voilà, il y a plus de clients, il y a plus de process HACCP à respecter. Et alors, du coup, je voulais vous présenter cette solution qui a été présentée à la… Juste, Lucia, ouais. je me permets de jouer la rabat-joie. Il nous reste 30 minutes. Oui, alors j'avance rapide. Et Émilie, du coup… faut que Émilie puisse nous… Donc voilà, c'est Areco. Donc c'est un système, vous voyez, c'est un espèce de micro-ondes. Donc ça fonctionne aux UV, où en fait le consommateur arrive avec son contenant, il ouvre la petite poignée là, il met son contenant à l'intérieur et en fait le commerçant le reprend derrière. Donc si bien que le contenant, le contenant est décontaminé, désinfecté. C'est un peu comme chez le dentiste en fait, avec leur… Voilà, exactement. Ouais. Et le coût n'est pas très, très important. Je crois que c'est dans les 2 000 €, il me semble. Et donc, ça, c'est un système qui, voilà, en grande surface, dans un rayon trad, pourrait venir faciliter justement le réemploi des contenants. Ils ont développé aussi une solution pour les produits cosmétiques utilisés par l'Occitane, où en fait, le consommateur vient avec son contenant en alu et il le met dans ce module-là et le contenant est décontaminé.
Et donc, on peut le réutiliser pour n'importe quel produit cosmétique. Pareil, ici, c'est un... Bonjour, Vidéo Grande Conso, aujourd'hui à Rennes pour l'ouverture du 71e Day by Day, l'enseigne spécialisée VRAC, qui au passage a imaginé un nouveau concept hybride entre magasin VRAC et hall marché façon grand frais. Visite. Alors, je propose peut-être qu'en fait, il sera dans la présentation, donc chacun pourra le regarder, parce que là, du coup, j'ai peur qu'Émilie n'ait pas suffisamment de temps pour présenter. Juste ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, c'est donc un marché frais vrac. Donc, vous avez un rayon charcuterie, vous avez un rayon fromagerie, et derrière, vous avez une épicerie traditionnelle avec des céréales, etc. Et donc, dans ce marché frais, vrac, c'est uniquement des contenants réutilisables, d'accord, ou réemployables. Et à ce jour, donc, il y a eu des contrôles de DDPP qui sont venus valider les affichages, la façon dont le commerçant vérifiait la propreté des contenants, etc. Et à ce jour, il n'y a eu aucun problème de non-conformité relevé par la DDPP sur l'hygiène de ces contenants. Donc c'est fait. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pratiqué. Et enfin, ça, c'est la dernière petite nouveauté. Alors vous devez peut-être connaître, c'est un distributeur en fait, de croquettes pour chiens, mais on peut mettre plein d'autres produits, notamment des produits de bricolage. Il y a des espèces de silos derrière. Et en fait, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et le consommateur vient… Oui, il y a le pelé aussi qui peut être vendu comme ça. Tout à fait. Pour le chauffage. Et là, on peut mettre, son sac et hop, le produit est distribué. Le but est de répondre à une demande consommateur, c'est-à-dire choisir… Et donc, juste peut-être parce que je crois que certains étaient intéressés par ce sujet-là, le projet de décret VRAC, là, qui, je ne sais pas si vous en avez entendu parler au mois de décembre, visait à interdire la vente en vrac en libre-service des produits détergents. Donc, a été mis en consultation. On a mené énormément d'actions de lobbying pour faire sauter cette interdiction. On a reçu la nouvelle version qui, du coup, n'interdit plus. Donc, pour les détergents et les cosmétiques, ils pourront bien être vendus en vrac, soit en libre service, soit en service assisté. Et si c'est en libre service, il faut qu'il le soit au moyen d'un dispositif de distribution adapté, avec des questions sur cette notion de dispositif de distribution adapté qu'on est en train d'adresser là dans le cadre de la consultation. Voilà. Donc, désolée, on a pris un peu de temps sur ma partie. Émilie, je te laisse M'en douter, c'est pas grave, c'est normal. Alors, pour répondre à Karl, je crois que Lucie a dit 2 000 € pour l'appareil UV. Il me semble, oui. Un truc… bon, après, je suis pas… c'est pas mon fort, les chiffres. Mais oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Et je pourrais vous donner le contact de la société, si vous voulez. Non, on peut le donner aux enseignes de la grande distribution, plutôt. Ouais. Carrément. Je démarre du coup, sans transition, mais il y en a quand même une. On est sur le même sujet. Hop. Donc moi, j'ai pas mal de slides, mais je vais les passer rapidement. Et pour Léa Nature, ce que je perçois chez nos adhérents enseignes, c'est quand même qu'ils sont quand même bien sur le sujet. Hein, et les marques aussi, nous, ça fait depuis 2018 qu'on parle. Alors, c'est à la fois il y a longtemps et il n'y a pas longtemps. On en est tout à fait conscient, mais bon, on a commencé, ce n'était pas du tout d'actualité, l'économie circulaire dans nos travaux à l'Institut du commerce. Et voilà, je pense qu'on a quand même, il y a eu pas mal de chemin qui a été parcouru, notamment grâce à l'aide de la réglementation. Mais au départ, on était vraiment sur des sujets où on a eu du mal à attirer nos adhérents. Et là, je pense que c'est en train de bouger et chez les enseignes et chez les marques. Et on leur demande aussi de présenter ce qu'ils sont en train de faire quand on a des matinées stratégiques des enseignes, par exemple. Donc, espérons que ça avance plus vite et surtout toujours avec cette urgence écologique et ce bon sens et pas juste effectivement le besoin de rentabiliser les rayons. Alors aujourd'hui, ce que je disais, c'est que je n'ai pas fait que sur le vrac et les contenants réemployables parce que je voulais profiter de
de cette connexion qu'on fait ce matin pour vous expliquer ce qui se passe à la Convention des entreprises pour le climat. Ensuite, partager rapidement aussi ce qu'on a fait récemment sur le non-alimentaire responsable dans l'offre. On a fait une série d'ateliers depuis octobre jusqu'à avril et c'est en train d'être livré, donc je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Et enfin, je vous partagerai quelques éléments sur le parcours d'achat responsable dans le cadre de l'économie circulaire, donc avec le vrac et le réemploi. Vous m'arrêtez si besoin, mais voilà, je vais essayer de défiler la présentation pour qu'on ait du temps pour les questions-réponses. Donc, l'Institut du commerce, c'est une association à but non lucratif. On accompagne la transformation sociétale du commerce. Nous avons 230 adhérents. Léa Nature en fait partie. Les enseignes, les industriels, les prestataires, les institutionnels. Et on a un cadre déontologique qui nous permet d'aborder beaucoup de sujets sans rentrer dans les stratégies et en respectant les règles de la concurrence. Et moi, je suis notamment en charge des comités retail, RSE. Vous voyez les sujets à droite. Et je fais aussi partie d'un groupe sur l'économie circulaire avec nos équivalents dans les autres pays, ça s'appelle le CR Community. Et avec mon chef, Xavier Huat, nous sommes à la Convention des entreprises pour le climat. On fait partie des 150 entreprises qui ont embarqué en octobre l'année dernière. Voilà, j'avance. On a à l'Institut, et juste pour faire la connexion, j'ai rencontré Benjamin. Je ne sais pas si vous étiez là, il m'avait demandé d'intervenir, je crois, au mois de décembre. Et on a dû se rencontrer auparavant, donc le prédécesseur de Séverine. Et depuis, on a essayé effectivement de faire des connexions pour être dans le partage sur ce sujet RSE qui nous tenait à cœur. Et je pense que ce sera la même chose avec Séverine, je l'espère. Voilà, on a à l'Institut du commerce, on a 3 piliers de travail, retail, RSE, supply chain, et souvent des thématiques qui concernent 1, 2 ou 3 de ces piliers. J'avance. Donc, sur la partie Convention des entreprises pour le climat, l'objectif des personnes qui ont mis ça en place, c'était de poursuivre la Convention des citoyens pour le climat, car parfois l'État est trop grand et pas assez agile pour faire bouger les choses assez vite. Les consommateurs sont trop petits et en fait, tout ce réseau d'acteurs, et je pense que vous en faites partie, est convaincu que les entreprises ont un rôle immense à jouer et beaucoup de moyens d'action. Donc l'idée, c'était d'embarquer 150 dirigeants pour rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative avant 2030. Et donc, on a un processus autour de 6 étapes de travail dans l'année de 2 à 3 jours à chaque fois, avec une 70 bénévoles qui accompagnent ce mouvement. Et il s'y passe plein de choses. Nous, on a 10 adhérents qui en font partie. Peut-être que le collectif Régénération Responsable, peut-être que certains d'entre vous y sont aussi. Et donc, on fait partie des entreprises qui suivons ce programme avec pour objectif à la fois de transformer notre feuille de route à l'Institut du commerce, mais surtout de faire écho de ce qui s'y passe. Donc, c'est ce que je vais faire rapidement ce matin. Ce qui nous ont préparé, ce qui est en train d'être conçu, chaque fois ça évolue d'une étape à l'autre, mais voilà, ce slide, je trouve qu'il résume bien l'objectif. C'est au départ, il y a les entreprises business as usual, et puis aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises responsables. Des entreprises responsables qui vont vers les entreprises contributives et in fine, l'objectif dans le cadre des business de demain qui devront être éco-compatibles avec les limites planétaires, c'est de devenir une entreprise régénérative et de réparer en fait également ce qui a pu être mal fait ou pas avec suffisamment d'attention pour l'environnement dans le passé. Donc, on a ce template qu'on va remplir pour chacune des 150 entreprises et il sera publié. Donc, vous pourrez avoir accès en septembre-octobre, je pense, à ces feuilles de route. Voilà, derrière, les entreprises diront ce qu'elles ont envie de partager, mais évidemment, c'est tout un programme de transformation d'entreprises, mais aussi des mentalités des dirigeants qui vivent vraiment personnellement on parle de claque écologique, peut-être que vous l'avez déjà vécu, mais effectivement, c'est ce qu'on a tous vécu pendant les 2 premières sessions, qui fait qu'après, on fait normalement pas tout à fait comme avant, et ça donne pas mal d'énergie pour aller dans la direction un peu plus, qui donne un peu plus d'espoir. Voilà, donc
J'en profite, je vous donnerai le lien en questionnaire. Nous, on a fait un lien, voilà, si vous voulez répondre à ce questionnaire sur la résilience de votre business économique, de votre modèle économique face à ces limites planétaires. C'est un questionnaire qui est une première version, évidemment, on pourra l'améliorer, mais on ne savait pas trop comment nos adhérents allaient pouvoir répondre. Il y a une différence entre ceux qui ont déjà passé l'étape des normes ISO, ou voilà, ceux qui démarrent, donc selon la taille de l'entreprise, les engagements d'aujourd'hui ou pas. Mais l'idée, c'était vraiment pas forcément juste de voir ce qu'on fait, quels sont ses impacts, mais aussi comment les limites planétaires peuvent impacter et rendre plus fragile votre modèle économique. Donc, on l'a conçu comme ça et on a essayé aussi de voir quelles étaient les pistes d'action, parce qu'on est quand même assez convaincu que les entreprises bougent beaucoup en ce moment. Donc, voilà, c'était un peu pour lister toutes les actions que vous aviez mis en place, et notamment l'économie circulaire en fait partie. Voilà, et donc pour finir sur la Convention des entreprises pour le climat, je vous mettrai, si vous voulez, aussi dans le lien cette fameuse claque écologique qui est un petit film de 20 minutes qui reprend les 2 premières sessions de la CEC, que vous pouvez regarder et diffuser. Si vous souhaitez participer au questionnaire, n'hésitez pas. Et si vous voulez nous aider la CEC à prendre de l'ampleur également, vous pouvez me contacter, je pourrais vous mettre en relation avec les organisateurs. Aujourd'hui, la Convention des entreprises pour le climat est en train de se déployer au niveau régional, en Rhône-Alpes, à Marseille, dans le nord de la France, en Bretagne. Je crois qu'il n'y a pas encore l'Est. Ils sont en train de réfléchir à une convention des entreprises pour le climat au niveau européen. Ils travaillent aussi avec à faire des propositions politiques qui permettent de passer à l'échelle. Donc voilà, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Est-ce que j'avance ou vous avez des questions? C'est bon? Okay, il reste moins de 20 minutes, oui. Ouais. Deuxième point, c'était donc les ateliers que nous avons réalisés sur le non-alimentaire responsable en point de vente. Nous, on a beaucoup travaillé avec nos adhérents plutôt sur la partie alimentaire. Le démarrage de nos travaux sur l'économie circulaire, c'était vraiment beaucoup sur le vrac, le réemploi. Après, on est allé sur les sujets de réparabilité. On nous a demandé de travailler sur l'indice de réparabilité au moment de sa sortie, parce qu'il y avait un besoin de mettre en relation les acteurs. Mais on ne donnait pas assez on n'avait pas assez d'ateliers, on va dire, conçus pour les adhérents du non-alimentaire. Et donc, on a décidé l'année dernière de reproduire ce qu'on avait fait en 2018 avec un partenaire qui est Visiative pour la partie modélisation et Six Sensi pour la partie animation à l'intelligence collective. Reproduire le mode de travail que nous avions fait sur la modélisation d'un supermarché du futur intégrant les alterconsommations et l'adapter pour le non-alimentaire et ces enjeux dont je viens de vous parler sur comment on fait en sorte que qu'est-ce que ça veut dire du non-alimentaire responsable en point de vente et comment l'exprimer auprès du consommateur, comment lui donner des preuves de ce qui est bien fait par l'entreprise. On a eu ces participants qui sont venus contribuer à l'un ou aux 3 des ateliers, donc la peinture, bricolage, électroménager, carte cash, pour les accessoires automobiles, les lunettes Lafond, pylônes, Pergil, la vie claire. Et on a été aussi, on a bénéficié de l'intervention de Carlotech, qui est un spécialiste de la low-tech et de l'URVAD sur le marketing contributif, avec Stéphanie Moitié, qui est aussi à la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, je vais avancer vite, mais c'est pour vous dire que sur notre site, il y a un petit film pour expliquer comment s'est déroulé l'atelier. Et c'est pareil, je vais avancer vite, mais on a défini du coup ces 9 piliers de preuve en magasin qui sont, et vous m'excusez pour les fautes parce que c'est pas fini, j'ai pas accès aux documents sources, donc les fautes ont été remontées mais pas encore corrigées. L'impact carbone du produit est réduit, voilà, c'est une information qu'il faut communiquer en point de vente.
Le produit est éco-conçu pour avoir une durée de vie maximale. Enfin, il faut communiquer, on est bien d'accord, hein, c'est ce lien entre faire et dire qu'on fait, mais effectivement sans greenwashing. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ces bases-là ancrées dans l'entreprise et après de réussir à les communiquer jusqu'au consommateur. Parce que ce qu'on a compris, c'est quand même que parfois, il y a des choses qui sont déjà faites, mais qui ne sont pas dites. Et du coup, le magasin peut aussi perdre en cohérence. Et une offre responsable dans un magasin non responsable, ça ne fonctionne pas, et inversement. Donc, je reprends l'impact carbone. Le produit est éco-conçu pour avoir une durée de vie maximale. Le produit est socialement responsable. L'entreprise est citoyenne, elle mesure et maîtrise toutes les pollutions directes et indirectes qu'elle génère, elle tend à les supprimer, les polluants sont remplacés par des alternatives respectant le vivant. L'entreprise assume et répare les pollutions passées dont elle est responsable. Le produit limite le recours au gaspillage des ressources de la planète. Donc ça, c'est aussi beaucoup sur l'économie circulaire avec un maximum d'utilisation de ressources renouvelables ou de matières premières secondaires. Alors ça, c'est le point sans doute le plus difficile. C'est l'utilité du produit a été questionnée. Pareil, il manque un E, ça va être corrigé, pour répondre à un besoin humain. Les besoins humains, on s'est appuyé sur ceux qui étaient définis à la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, et donc on a rappelé la méthode BISOU que vous connaissez peut-être, besoin immédiat, similaire, origine, utile, solidaire, que le consommateur peut utiliser avant d'acheter quelque chose. L'utilité, ça peut être aussi la convivialité, le plaisir, mais l'idée c'est vraiment d'arrêter de surconsommer et de pousser à la surconsommation de choses qui ne sont vraiment pas utiles, ou en tout cas qu'on ne soit même pas posé la question de l'utilité de ce qu'on va acheter. L'entreprise, soit la marque ou l'enseigne ou l'industriel, peut soutenir ce discours aussi et on a des exemples qui illustrent ça. Le mode de commercialisation est responsable, l'accessibilité de l'offre est responsable, les arbitrages qui permettent d'accéder aux alternatives sont explicités. Voilà, donc on disait par exemple que le prix, si on prend l'offre en vrac, on sait que les consommateurs, par exemple, souhaitent que ce soit à minima équivalent à l'alternative préemballée. Voilà, si jamais il doit y avoir des différences, elles doivent être justifiées et explicitées en point de vente. Le produit respecte le vivant. Donc là, c'est tout ce qui concerne la biodiversité, mais aussi le bien-être des hommes, des producteurs et des utilisateurs. Et enfin, l'écosystème autour du produit adhère et contribue à l'objectif de responsabilité. Voilà. Donc, on a ces 9 preuves. On a une vidéo qui n'est aujourd'hui pas encore publique. Je vous l'aurais bien montré, mais on manque de temps. Donc, de toute façon, je vais avancer. Et donc, derrière tout ça, vous avez, pour vous informer, il y a un jeu de cartes que vous pouvez utiliser en entreprise qu'on pourra vous communiquer sans problème. Il suffit de donner vos coordonnées sur le site de Visiati, je pourrais vous mettre le lien également, que vous pouvez utiliser en entreprise pour aller chercher ces preuves. Nous, on organise 2 webinaires qui sont gratuits où vous êtes les bienvenus. Donc, le 13 juin 2022, 1 heure pour expliquer les enjeux réglementaires pour la redirection écologique des non-alimentaires. Donc, il y aura l'ADEME et l'Institut national de l'économie circulaire. Et j'ai aussi Périfem que j'ai contacté, il ne sera peut-être pas là, mais elle m'a communiqué, Christine, un guide très intéressant aussi pas sur l'offre responsable, mais sur le magasin qui doit s'adapter aussi aux enjeux réglementaires pour être en phase avec les enjeux de la transition écologique. Deuxième date à retenir, le 20 juin, et là c'est plus sur la mesure de la performance avec la triple comptabilité. Voilà, sujet qui peut faire peur, qui est un peu nouveau, mais passionnant, donc pour tenir compte des aspects sociaux et environnementaux dans la comptabilité d'entreprise. Voilà. Est-ce que j'avance? Vous avez des questions? Il reste 10 minutes. Je peux peut-être poursuivre sur le cœur du sujet qui est le vrac, oui. Fini. Et le réemploi, oui. Ouais. Donc, sur le vrac et le réemploi, on a à disposition, donc à partir de demain, mais vous pouvez l'avoir aujourd'hui, je vous mettrai à disposition le guide du vrac et du réemploi qu'on a édité avec Réseau Vrac et écrit avec nos adhérents. Il est accompagné
d'une illustration en une page qui résume en fait les défis à relever sur toute la chaîne, et d'un texte aussi qui était public. Vous avez également un guide, alors c'est plus économie circulaire, et là pour le coup le vrac et le réemploi, on est quand même très en avance en France, donc le guide ici là, il a été rédigé au niveau international avec SR Community. Et on a quelques cas français, dont Pandobac, qui sont évoqués dans ce guide. Et puis ça, c'est pas du tout nous, mais c'est pour vous informer qu'effectivement, il y a également l'étude de l'ADEME qui est sortie, je crois, fin décembre, sur l'évaluation environnementale du vrac en France, dossier aussi intéressant à lire. Aujourd'hui, donc, sur notre guide, je vais plutôt, voilà, il y a plusieurs chapitres, mais j'ai plutôt focalisé sur le parcours d'achat au service de l'économie circulaire, le point 5. Je vais passer rapidement sur les enjeux. Lucien en a parlé, mais effectivement, il y a aussi une nouvelle étude qui est sortie en 2021 de WWF. On voit que le coût du plastique pour la société et pour l'environnement est 10 fois plus élevé que son coût de production. Voilà, c'est vraiment un guide que je vous invite à aller regarder de plus près. Les enjeux réglementaires dont a parlé Lucia sont, je l'espère, un peu plus clairs, même si évidemment tout le monde navigue et ça peut, enfin, les échéances font un peu peur à tous nos adhérents et voilà, ça va arriver vite, mais on y voit quand même plus clair sur pourquoi et comment il faut y aller. En revanche, il y a toujours le green gap, donc c'est l'écart entre les intentions du consommateur à consommer éco-responsable et la réalité de ses actions, qui s'applique à une marque ou une enseigne. Mais voilà, on a parlé tout à l'heure de la peur du côté plus ou moins bien géré du vrac en linéaire, mais enfin, derrière, au-delà des craintes des consommateurs et de tout ce qui peut lui donner des excuses pour ne pas y aller, c'est quand même aussi beaucoup d'efforts qu'on va lui demander, et donc il est vraiment important qu'on arrive à construire, à concevoir un parcours d'achat qui soit simple pour lui et que ça devienne une évidence. Donc là, j'ai fait une petite marche arrière. Nous, on a essayé de synthétiser en fait ce qu'il fallait réduire et développer. C'est donc réduire l'usage unique non éco-conçu, non intégrablement recyclable et sans matière recyclée. Il faut néanmoins développer des produits dans un emballage à usage unique, éco-conçu, intégralement recyclable et, si adéquat, réglementaire en matière recyclée. Il faut développer le préemballé rechargeable, donc le contenant neuf ou non neuf, réemployable, éventuellement consignable. Il faut développer le contenant vide rechargeable, réemployable, éventuellement consignable, suggéré par la marque ou l'enseigne. Mais il faut aussi développer le contenant vide personnel. Et tous ces sujets ont été effectivement tout à l'heure mentionnés. Là, je vous ai mis à droite une petite illustration, donc je ne savais pas que le naturel était là, mais effectivement, sur le cas du dentifrice, je trouvais assez passionnant parce qu'on a vu plein de choses arriver et les offres commencent vraiment à être très qualitatives aujourd'hui. Donc là, vous avez le dentifrice à croquer, ça reste un emballage, mais voilà, c'est pas du tout les mêmes matériaux que le tube. Je ne sais pas qu'il était bien recyclable auparavant. Le dentifrice solide, là chez Biocob, vous avez un dentifrice qui est en contenant réemployable avec le remplir en linéaire, mais c'est toujours un emballage jetable. En revanche, le contenant c'est pas un silo, je ne sais pas comment ça s'appelle, Lucia, mais c'est le petit pack qui se rentre directement dans un linéaire. Et puis à droite, c'est vraiment une innovation que j'ai vue au Salon du Vrac il y a 2 semaines de Pachamamaï. Là, c'est 3 pastilles qu'on peut acheter en vrac ou dans ce petit étui, c'est tout petit, et à la maison, vous pourrez constituer soit dans un emballage vendu proposé par la marque, soit, et elle l'a dit clairement, dans un contenant qu'on peut réutiliser de la maison. Et en diluant avec de l'eau chaude les 3 pastilles, on reconstitue un dentifrice avec une texture travaillée pour qu'elle soit
aussi agréable qu'un dentifrice en tube qu'on connaissait avant. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, ces alternatives sont encore pas suffisamment développées sur le marché de GMS. Voilà, donc l'idée, c'est de réussir à proposer à tous les consommateurs de réduire le green gap, que ce soit les consommateurs qui sont déjà en transition, mais aussi ceux non engagés dans la transition, en leur proposant quelque part, alors attendez, c'est pas là, en proposant un bouquet de bénéfices. Ça peut ne pas être un bénéfice écologique immédiat, mais on avait listé d'autres types de bénéfices, comme le côté pratique. Je pense que le côté pratique, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir étudier de plus près, parce qu'un des freins du vrac, c'est quand même que parfois, il faut vraiment fractionner son parcours d'achat, et ça demande une certaine motivation quand tout n'est pas accessible près de chez soi, par exemple. Le prix et les promotions, le plaisir, la valorisation de l'engagement, le bénéfice collectif, l'approche personnalisée. Et voilà, je pense qu'on peut en trouver d'autres, mais quand on pense par exemple au jouet, il y a sans doute des choses à faire pour rendre ça ludique auprès des enfants. Et puis ici, je vous ai mis un slide que j'ai découvert à la Convention des entreprises pour le climat. Donc c'est Séverine Millet, qui est une chercheuse, qui nous a présenté 15 années de travaux qu'elle a fait avec l'ADEME sur le modèle de changement. C'est basé sur des travaux d'autres chercheurs de 1982 sur c'est plus des addictions et des problématiques de santé. Et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de phases dans le changement: pré-contemplation, contemplation, préparation, action, maintien et terminaison. Et que en fait, ce que j'ai compris, c'est que selon là où on en est, il ne faut pas parler de la même façon à quelqu'un qui est en pré-contemplation, par exemple, qui est climato-sceptique. Il ne faut pas du tout lui apporter les mêmes arguments que quelqu'un qui est en maintien ou que quelqu'un qui est en préparation. Et donc, voilà, je vous ai mis là. Moi, je n'ai pas creusé plus que ça, mais elle va m'envoyer d'autres documents. Je trouvais ça assez intéressant de se dire que pour la communication, il faudrait peut-être adopter ça aussi dans la façon dont on s'adresse aux consommateurs. J'avance. Bon, là, vous aurez la définition du parcours d'achat qui incite à se tourner vers l'économie circulaire. Je ne sais pas quel temps il reste, donc je vais avancer. Voilà. Moi, ça questionne en tout cas pour les points de vente comment on réinvente la rentabilité au mètre carré. Dans tous les cas, il va falloir faire de la place à des nouveaux types de meubles, à des nouveaux espaces de collecte en point de vente aussi, voilà, à des espaces de service. Et puis, donc là, je vous montre ce qu'on a mis en place aussi. Après avoir sorti le guide, nos adhérents nous ont dit que ça serait bien que vous parliez entre fédérations et associations. Donc, depuis décembre l'année dernière, on organise régulièrement des réunions. Donc maintenant, c'est porté par Réseau Vrac, qui nous invite à travailler ensemble. On partage sur ce qu'on fait les uns et les autres. Et on a parfois même des sous-groupes de travail. Donc par exemple, là, on va poursuivre une réflexion sur la clarification des définitions du vrac, notamment si vous prenez le petit bonbon Ferrero qui est emballé en plastique. Certes, il y a encore du plastique, ce n'est pas du vrac, mais c'est un achat à l'unité. Il y a peut-être moins d'emballage autour. Comment on va appeler ça? Voilà, on ne peut pas appeler ça du vrac, ce n'est pas du vrac. Mais on s'est dit que c'était intéressant qu'ensemble, on trouve des définitions qu'on puisse pousser à nos adhérents pour que, justement, on évite de faire du greenwashing, mais qu'on utilise des termes justes qui soient adaptés. Voilà, et en prochaine étape, si vous pouvez remplir le questionnaire, ça nous apporterait, évidemment c'est anonyme, mais ça nous apporterait un peu plus de matière. Je vous enverrai les différents guides dont j'ai parlé, puis d'autres sur la logistique retour au service de l'économie circulaire. On a aussi une liste des partenaires de la logistique retour que je pourrais partager avec vous. Voilà, vous pouvez participer à nos webinaires gratuits. Et puis, je vous invite aussi à aller voir ce qui se passe du côté de la fresque de l'économie circulaire. La fresque du plastique, je crois, qui est portée par quelqu'un de chez Léa Nature. Et on a testé celle de l'économie circulaire qui est très bien. Donc, n'hésitez pas à proposer ça en entreprise, ça fait son effet normalement. Voilà, j'ai fini à l'heure, mais... Il est 11h00. Les courses de dernière minute.
Alors oui, le collectif a aussi ses fresques et ses jeux pour effectivement sensibiliser à tous les sujets de la RSE. Des questions, des commentaires, interventions? Donc, je vous transmettrai tout ce qu'Émilie nous a montré. Moi, ce qui m'interroge juste avant de se quitter, c'est les photos qu'on a vues, Émilie, sur les fournisseurs, les marques, en fait, hein, qui mettent finalement en avant, via un meuble, leurs produits plus qu'avant, en fait, finalement. C'est plus des outils de marketing qu'autre chose. Je ne sais pas si on peut revenir sur la photo, mais moi, ayant travaillé dans la grande distribution, c'est vrai que du coup… Là, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a interrogée aussi parce qu'effectivement, on a un groupe de merchandising à l'Institut Commerce. Je n'ai pas réussi à les faire bouger sur ce sujet, mais on va y arriver. C'est un moment, il va falloir qu'il y ait quand même une offre assez large qui reste en linéaire. Si c'est pour avoir un produit, ça ne va pas être possible. Donc là, moi, je dirais que c'est plutôt des… Et c'est bien ce que Nescafé est mis test. Parce que le consommateur, il déteste quand on teste des trucs, il teste, et puis après, il revient, il a son contenant, il ne peut plus remplir parce que le truc a disparu. Donc, c'est important d'écrire test déjà. Mais après, il va falloir, je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire, concevoir des meubles multimarques. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que… Là, on voit sur la photo d'à côté, hein, ils sont tous les uns à côté des autres. Du coup, ça prend plus de place, finalement, parce qu'il y a un petit peu de prise de parole de la marque. Et puis voilà, ça, je trouve que ça met en valeur leurs produits, mais ça dégrade la valeur des autres. Donc, en termes d'éthicité, je ne sais pas, d'équilibre. Ça sera au distributeur de juger, de tester et puis de voir si ça plaît aussi. En tout cas, s'il y a des questions là-dessus, l'ILEC, que j'ai présenté juste avant, qui est l'association des marques, des grandes marques de la grande distribution, teste justement avec plusieurs marques des meubles dans des magasins Franprix, Monoprix, je ne sais pas si vous avez passé ça, mais il y a un certain nombre de tests opérationnels qui sont mis en place, mais ça permet aussi de voir comment le consommateur réagit. Oui, tout à fait. Là, on est en période effectivement un petit peu transitoire, donc il faut tester. Des commentaires? Muriel? Non, Muriel est partie. Au revoir Muriel. Non, je suis encore là. Je disais juste merci, pas de questions. Voyez, merci à tous, c'est ça. Bruno, Eric, Juliette, des commentaires avant de se quitter ou rajouter des questions, je ne sais pas. Dites. Moi, pas de commentaires. Je dois vous quitter parce que j'ai une autre réunion. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai appris plein de choses et c'était très intéressant. Voilà. Merci Juliette. Merci. Eric, peut-être? Pas de micro. On ne vous entend pas. Non. Non, chacun son moment, hein, le problème avec le micro. Non, bon. Bruno, peut-être. Non, un sujet assez complet, assez très intéressant, un peu nouveau pour moi, obligatoirement. Donc non, beaucoup de choses à lire, je pense, pour la suite, et à regarder de près, et à synthétiser, et surtout à vulgariser, et après à l'adapter, quoi. Voilà. Mais quand même beaucoup d'éléments, tant sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, sur l'utilisation de tous les jours, pas mal de réflexions aussi, donc un chemin intéressant à parcourir pour la suite. Est-ce que finalement, la partie alimentaire, c'est la partie la plus facile à travailler en vrac et réutilisable? Après, dans le domaine de l'automobile, ça reste, voilà. Il y a l'huile, je ne sais pas, il y a peut-être des produits… Oui, et Midas est une enseigne spécialisée dans la réparation rapide. On n'a pas obligatoirement vocation à vendre du do-it, de vendre du produit comme d'autres enseignes, comme Noroto ou autres, qui eux vont avoir des espaces comme la grande distribution pour vendre du produit, je dirais, qui peut être en vrac. Oui, oui, tout à fait. Alors après, il y avait vrac et réemploi. Donc vous pourriez aussi inciter au réemploi. Alors, le réemploi, on le fait déjà avec la pièce d'occasion, qui est une obligation.
Mais ça, après, on va plus s'attacher ou s'allier dans un partenariat costaud, obligatoirement, avec des spécialistes dans ce domaine. Voilà. Qui, eux, vont aussi apporter une garantie, la sécurité. Je suis très vigilant là-dessus parce que la partie anticipation du risque, c'est de prendre un produit, mais qui, malheureusement, est passé de main en main et ne répond pas obligatoirement aux normes de sécurité qu'il peut y avoir. C'est pour ça que je suis intervenu sur la partie un peu sécurité. On est d'accord que c'est le commerçant, pas le commerçant, le consommateur qui est responsable. On est tous d'accord, mais on est quand même dans une relation commerciale avec nos clients. Donc, c'est toujours très compliqué de dire c'était dans mon emballage ou c'était dans le produit qui était à l'intérieur du vrac. Voilà. Et là, encore plus difficile, c'est est-ce que ce produit a été pollué dans la chaîne d'approvisionnement ou est-ce qu'il a été tout simplement pollué par une personne malveillante ou une personne qui n'a pas fait attention lors de la manipulation du produit quand c'est du gros vrac. Voilà. Ouais, c'est pour ça que Lucien a proposé l'appareil à UV, en fait, qui effectivement permet d'éliminer toute. Moi, néanmoins, je suis partant sur le principe qu'aujourd'hui, la relation, même dans le vrac, il faut quand même qu'il y ait une relation humaine. Voilà. Et le vrac, comme on le voit dans des grandes enseignes comme Grand Frais ou autres, c'est toujours plaisant d'avoir une personne qui sert, par exemple, sur certains produits où ça garantit, parce que la personne est garante en fait, de son environnement et garantit que tout le monde ne vient pas mettre les mains dedans. Oui, on parle ça reste du lip service, mais c'est du lip service accompagné. Oui, voilà, exactement. Voilà. Muriel, est-ce que voilà. Après, dans la boulangerie, moi, je pense qu'il y a un premier geste qui est très, très simple à mettre en place pour limiter les déchets d'emballage, c'est supprimer l'emballage de la baguette. Qui est aussi pour certains un élément marketing. Ouais. Alors moi, je sais que dans ma boulangerie, maintenant, ils me connaissent. Donc, systématiquement, ils me donnent la baguette sans l'emballage. C'est pas très, très compliqué. Hein. Il suffit juste de mettre en place des sacs en… Ça y est, mon micro marche, donc c'est pas mal. Donc non, je pense que dans les boulangeries, c'est juste une volonté de la part des boulangers. Je pense qu'il faudrait le faire passer par les grands réseaux de boulangeries. Ça marche très, très bien quand on a des sacs dans lesquels on peut mettre son pain et c'est une super communication pour le boulanger. Le sac à pain, il faut revenir à des choses qui existaient depuis très, très longtemps. Donc, on réinvente rien, on réemploie, on réutilise. Et je crois que de bien associer le vrac et le réemploi, la réutilisation, c'est indispensable. C'est indispensable parce que c'est cette chaîne de valeur. Sans oublier, et comme vous l'avez dit aussi, ça me semblait vraiment très, très important. Et c'est bien que ça vienne aussi, ça fasse écho au niveau de la grande distribution ou de la distribution de masse, cette éducation. Cette éducation au vrac, cette éducation à l'alimentation. Quand je parle d'alimentation, mais cette éducation à l'utilisation du vrac et du réemploi. On dit toujours le consommateur veut pas ci, veut pas ça. En fin de compte, le consommateur il veut pas tant qu'il sait pas, parce que on a peur de l'autre, on a peur du produit qui est pas entré, et tant que la peur vient bien souvent de ça. Et je crois on a des courbes de progression qui sont énormes dans ce domaine. C'est pour ça que nous, on est très contents de faire avec la région Centre-Val de Loire, je vais faire un peu de pub pour ma région, cette coalition avec Réseau Vrac et pour laquelle on va signer, je pense, une belle convention dans ce domaine pour développer le vrac sous toutes ses formes et avec un prisme éducation populaire et éducation au vrac. Je viens de recevoir cette photo là, c'est un Cora à Aubervilliers. Ils mettent de la viande en vrac en libre service. Waouh. Ils sont joueurs. Hein. C'est osé. Ouais. Je reviens encore une fois. Par contre, regardez, on voit que les barquettes sont en plastique.
Les barquettes sont en plastique, mais je pense que le consommateur doit pouvoir venir avec son contenant. Et j'espère qu'ils ont un plan de maîtrise sanitaire béton à présenter en cas de contrôle. Ouais, mais tu vois, Lucia, je pense que aussi à ce niveau-là, il faudra qu'il y ait une imposition par réglementation, parce que là, il n'y a que par la contrainte que ça fonctionnera, au niveau de la grande distribution, hein, du commerce alimentaire, d'avoir les formations minimales par rapport au rayon vrac. Ouais. Parce que c'est là où, effectivement, on aura aussi un effet de basculement. Et il n'y a que par la contrainte que ça va basculer, hein, pas par l'adoption. Tout à fait. Voilà. Je trouve ça un peu osé au niveau hygiène. On va voir comment les clients réagissent. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci Émilie, merci Lucia. C'était très riche, très intéressant. Si d'autres questions vous arrivent, voilà, n'hésitez pas, je transmettrai à Émilie et Lucia et on le rajoutera sur le site. Bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Je mettrai tout sur le site des adhérents et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne continuation à tous. Merci. Belle journée. Au revoir. Au revoir.